Bonjour! Suite de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Lors des 2 derniers épisodes, nous avions commencé à travailler les premières structures électroniques de molécules réelles, HF et HO-. À partir de là, nous avions établi des diagrammes d'orbitales moléculaires en fabriquant des combinaisons linéaires d'orbitales hybridées selon VSEPR ou d'orbitales atomiques canoniques que l'on mélangeait selon leurs propriétés d'énergie et de symétrie. Nous allons continuer à employer les deux techniques, et cette fois-ci pour une molécule, le dioxygène. Historiquement, c'est une molécule importante parce que justement, on obtient deux résultats différents, avec des propriétés chimiques différentes. Suffisamment pour pouvoir faire une comparaison avec des propriétés expérimentales et essayer de mettre en avant les limites d'une des deux écoles, en fonction justement de l'exécution de cette méthodologie. N'hésitez pas à travailler en même temps, à faire pause, à ne pas voir arriver le diagramme et cela paraîtra très simple, d'accord? Donc aujourd'hui, on aura donc S et P de chaque côté ou des hybrides de chaque côté. Donc il y aura des recouvrements intéressants, notamment des recouvrements pi. Donc travaillez bien en même temps, faites pause, avancez de votre côté jusqu'à être bloqué, comme ça je vous débloquerai et cela vous permettra de travailler efficacement. On va passer sur un mode diaporama. On est donc sur la partie diagramme d'orbital moléculaire de type A2, A étant n'importe quel atome. Dans les composés dinucléaires stables connus, nous avons N2, le diazote, que l'on travaillera juste après O2. Ce sera l'épisode prochain. O2, F2, et Cl2, Br2 et I2 qui sont similaires à F2. Nous allons aussi travailler des diagrammes, un diagramme instable, Li2. Mais si vous avez bien compris la méthode, vous pouvez travailler P2, le comparer à N2 et essayer de comprendre pourquoi P2 est instable, pourquoi S2 est instable, par exemple, et Na2 qui ressemble beaucoup à Li2. Pour les énergies des orbitales atomiques. Alors, en fait, j'avais continué avec la méthode G4 et elle m'a amené à des résultats dans les orbitales virtuelles, vides, qui ne me plaisaient pas trop bien. Donc en fait, pour pouvoir après comparer ce que nous sommes en train de faire maintenant et ce que nous travaillerons lors de la prochaine série sur la réactivité des molécules en chimie organique, nous allons en fait revenir à une méthode DFT PBE0 et avec une base de fonction d'onde étendue. Donc ces données-là sont des données uniquement pour les personnes qui savent par exemple faire des calculs et qui veulent reproduire les résultats. D'accord ? Donc vous allez voir que les énergies ne sont pas les mêmes que les épisodes d'avant. J'ai changé mes méthodes de calcul, mes méthodes d'approximation. Mais par contre, ça me permet d'être plus cohérent ensuite quand je vais comparer avec les molécules. Ainsi, vous pouvez remarquer par exemple que l'hydrogène, sa 1S n'est plus à moins 13,6. Dans cette méthode de calcul, elle est à moins 9. Par contre, on retrouve les mêmes tendances. C'est-à-dire que si l'on compare les orbitales atomiques de la couche de valence du carbone, on a bien moins 16 et moins 8, et donc la 1S de l'hydrogène se retrouve bien entre les deux orbitales de valence du carbone. Elle se retrouve pareil entre les orbitales du bord. Par contre, elle est au-dessus en énergie de celle de l'azote, de l'oxygène et du fluor, dont on retrouve les tendances associées à la tendance de l'électronégativité. Pareil, le Li a donc des orbitales de valence très très hautes en énergie, tout comme Na, d'accord ? Et par exemple, on voit que P a des orbitales assez similaires, on va dire entre guillemets au carbone, alors qu'il devrait être sous l'azote, mais il est moins électronégatif que l'azote. De même, le chlore a les mêmes nombres d'électrons de valence que le fluor, mais il est moins électronégatif et on retrouve des énergies plus proches plutôt de l'oxygène, voire du fluor, de l'azote. Donc, moi à partir de là, je vais travailler uniquement sur cette méthode-là. Elle n'est pas parfaite, mais pour les orbitales virtuelles, elle est plus cohérente. Et surtout, elle est comparable avec ce que l'on fera à la prochaine série. Donc,
Vous allez prendre ici pour O2 les énergies moins 28,7 et moins 12,4. Si vous avez pris les énergies du tableau précédent pour travailler en amont, ce n'est pas grave. En fait, tout devrait juste se décaler en énergie. Hein, mais la forme du diagramme devrait être très similaire. Alors, commençons par l'hybridation. Il faut pour cela trouver une structure développée, un schéma de Lewis entre guillemets, où nous avons 8 électrons autour de chaque atome. Donc là ici il y a 1, 2, 3, 4 électrons propres, puis nous avons des doubles liaisons, c'est-à-dire 2 et 2, donc qui comptent pour chacun, comme s'ils se partageaient les électrons, donc ils les ressentent tous les deux. Donc ça fait 2 électrons là, 2 électrons là, 2 électrons là, 2 électrons, 8 électrons de chaque côté. Et il n'y a pas de charge ressentie par les oxygènes. Les oxygènes ont donc un voisin avec lequel ils sont liés, AX1, et deux doublés, E2. 1 et 2, ça fait 3, ça fait 3 pattes, il me faut donc une S et 2 P en hybridation, SP2. SP2, ça veut dire que j'aurai 3 hybrides et qu'il va me rester une orbitale P pure, avec laquelle en fait nous allons fabriquer la double liaison. Donc ici, je peux choisir de garder celle-ci ou celle-ci. Donc à la fin, mon triangle, il sera soit sur le plan de la feuille, soit perpendiculaire. Peu importe. Par contre, vous devez choisir la même orientation pour les deux oxygènes. Alors pour des questions de lisibilité, j'ai choisi le triangle qui est sur la feuille. C'est-à-dire que l'orbitale P que je garde, c'est celle qui est devant et derrière la feuille, votre écran. Celle qui a un lobe devant et un lobe derrière. Sinon, votre triangle, il aura la patte B devant et la patte C derrière, et vous garderez cette orbitale. Peu importe. Par contre, celle qui pointe vers l'autre atome ne servira jamais à faire une orbitale pi. Elle est collinaire ici, donc celle-ci, elle est clairement sigma. Bien. Donc là, ici, vous avez 3 orbitales hybrides. Une pointe vers l'autre atome. Donc il faut imaginer que quand vous allez dessiner le diagramme de l'autre côté, la direction A, elle partira vers la gauche cette fois-ci, pour que les deux directions A s'alignent. Et nous avons B et C qui pointent à l'opposé de l'atome, et donc j'ai mis une couleur dorée, jaune, pour différencier leur direction. D'accord ? Bien. Quelle est l'énergie de notre orbitale ? Nos orbitales sp2 ? Eh bien, nous allons faire une moyenne. Nous avons une orbitale S à moins 28,7, deux orbitales P, donc c'est moins 12,4 fois 2. Tout ça divisé par 3, ça nous fait une orbitale hybride à moins 17,8 électronvolts. À partir de là, nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer le diagramme. On place en énergie. On voit bien l'axe Z là, ici, selon l'axe internucléaire. Nous aurons de chaque côté une orbitale P pure à moins 12,4 électrons qui doit être parallèle. D'accord ? Et nous avons donc 3 sp2 avec des sp2 qui pointent à l'opposé et une sp qui pointe vers l'autre atome. Donc les deux triangles en fait se font face et nous avons donc les deux dorés qui pointent chacune soit vers la gauche soit vers la droite. À partir de là, recouvrement, là l'axe de direction est comme ça selon l'axe Z là aussi, ça veut dire que ces deux-là vont faire un recouvrement sigma. Ces deux-là pointent selon Y, d'accord ? Ils ne sont pas l'un vers l'autre, ils sont parallèles. Donc ici, nous allons faire un recouvrement pi. Et les dorés, pointant à l'opposé, en fait, ne vont pas se recouvrir avec les uns les autres, et nous allons avoir des doublés. Voici ce que cela donne. Nous avons donc une interaction sigma forte, une SP qui pointe vers l'autre, un fort recouvrement. Nous avons un recouvrement pi
moins fort, d'accord? Donc, le recouvrement entre les orbitales pi est un peu moins fort qu'une orbitale sigma, ce qui veut dire que elle descend moins bas en énergie, mais en plus, comme elle part de plus haut, cette orbitale sigma là se retrouve au-dessus, cette orbitale pi se retrouve au-dessus de la sigma. Et ici, elle se retrouve plus stable que les doublés non liants. Si jamais, par exemple, vous avez fait une grande feuille et vous avez mis une grande séparation entre moins 12,4 et moins 7,8, et vous avez proposé que la pi soit en haut, c'est pas forcément très grave. Sauf que, effectivement, les niveaux les plus hauts occupés seront les doublés. Donc ça peut changer un peu les propriétés en chimie. Quelque part, quand on établit son diagramme, après, c'est bien d'être capable de voir quels sont les points que l'on peut contredire, entre guillemets, où on pourrait revenir en arrière, selon les données, par exemple, expérimentales. Surtout que là, il s'agit d'un travail qualitatif en VSEPR. Normalement, on n'a même pas les énergies qui sont associées, et quelque part, ça demande un peu de culture. Donc là ici, nous, si jamais vous avez mis la pi au-dessus, c'est pas forcément grave. Par contre, j'espère que vous avez trouvé les bons recouvrements, les bons dessins. Ça, pour moi, c'est fondamental. Maintenant, nous avons travaillé sur les orbitales dans les épisodes précédents. Ici, nous avons un recouvrement pi. Nous l'avons assez peu travaillé, mais nous avions bien expliqué que deux orbitales p qui étaient parallèles allaient faire un recouvrement pi étoile. Et donc le pi, vous avez tous les deux le blanc au-dessus, le noir derrière, par exemple. Et ici, en haut, vous avez des signes opposés, en bas, vous avez des signes opposés. Le sigma étoile, en fait, est tout en haut, parce que c'est le recouvrement le plus fort, et donc l'écart entre les deux, d'accord, est le plus grand. Mais si jamais vous avez décidé, bah oui, mais il parle de plus bas, alors le sigma étoile, je le mets en bas, c'est pas forcément très grave. Ce qui se passe, c'est que dans une molécule, en règle générale, la double liaison se casse avant la simple liaison. Donc si jamais vous imaginez que la sigma étoile est en dessous de la pi étoile, ça veut dire que si O2 accepte des électrons, elle va d'abord casser la sigma avant la pi. Et en pratique, c'est pas ce qui se passe. Ils vont d'abord casser en fait les recouvrements latéraux, et la dernière liaison à partir, c'est la sigma. D'où les sigma étoiles sont au-dessus en énergie des pi étoiles. Ça veut dire que quand O2 accepte des électrons, c'est la pi étoile qui va se casser. Si vous avez deux électrons dans la pi, deux électrons dans la pi étoile, il n'y aura plus d'interaction pi. Puisque en fait, il y aura autant d'électrons anti-liants que liants dans cette interaction-là. Et son indice de liaison à elle, ce serait 2 moins 2 divisé par 2, ça fait 0. Donc il n'y aurait plus de liaison pi. Et en fait, là, on aurait un système qui ne tient que par les électrons sigma. Ce qui est possible. Bien. Ici, dans ce diagramme, on a 2 électrons sigma, 2 électrons pi. Ça nous fait 4 électrons liants. Il n'y a pas d'électrons anti-liants, ça nous fait bien 2 liaisons, telles qu'attendues dans le schéma de Lewis. Et nous avons ici 2 doublés vers la gauche, 2 doublés vers la droite. On a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12 électrons. D'accord? Donc ça nous fait bien 4 doublés, 2 vers la gauche, 2 vers la droite. Et en fait, ils forment un triangle. Et on peut même savoir que les 4 doublés sont sur le même plan. On n'a pas un qui serait en fait sur le plan et l'autre perpendiculaire, parce que ça voudrait dire ici que nous sommes en train de mélanger cette orbitale et l'autre orbitale qui serait perpendiculaire. Donc ça ne marcherait pas. Donc on sait qu'en plus, les 4 doublés, a priori, sont sur le même plan. Si on imagine O2 en cation ou en anion, alors cation, ça voudrait dire que O2 perd des électrons. Donc ça, c'est assez peu probable, parce qu'en fait, c'est un oxydant. Il va plutôt accepter des électrons. Mais bon, imaginons quand même, si jamais on était capable d'arracher un électron, eh ben, il partirait du niveau HOMO. Et donc, tel que j'ai fait mon diagramme, j'enlève un électron du doublé non liant. Ça veut dire que le nombre d'électrons liants ou anti-liants ne change pas. Donc, la distance de liaison ne change pas. Mon indice de liaison ne change pas. Si jamais vous aviez considéré que la pi était en haut, et qu'on arrache un électron de la pi, ça voudrait dire que je perds un électron liant. J'aurai donc 3
moins 0 divisé par 2, ça me ferait 1,5. Mon indice de liaison diminue, ça voudrait que ma distance, elle augmente. Et si je mets un anion, là ici, vous avez, quel que soit l'ordre ici que vous avez choisi, entre la sigma et la pi étoile, si vous rajoutez un électron, il va dans la LUMO. Ah ben la LUMO est mal placée d'ailleurs, la LUMO c'est bien celle-ci là. Hop là, c'est la pi étoile, c'est la plus basse, c'est pas la plus haute. Hein, c'est celle qui est juste au-dessus. Quand j'ai dû refaire le diagramme, j'ai dû décaler pour pouvoir placer correctement mes traits et j'ai oublié de la redéplacer. Attention, la LUMO, c'est bien la pi étoile. Et donc, si je mets un électron dans le premier niveau vide, d'accord, donc dans la LUMO, elle aura un caractère anti-liant. Donc, j'aurai un électron anti-liant ici, ça me fera 4 liants moins 1 anti-liant, ça me fera bien 3 électrons divisé par 2, 1,5. Donc ma liaison, elle descendrait à 1,5. On aurait perdu une partie du caractère pi, et mes noyaux vont donc s'éloigner les uns des autres. Ma distance d'équilibre va augmenter. Ok, bravo. Même chose, mais cette fois-ci avec des orbitales atomiques canoniques. Donc on a 2s et 3,2p. On a une différence en énergie de 16 électronvolts. Donc normalement, on part sur le fait que cette orbitale 2s est trop loin en énergie pour se mélanger avec celle-ci, et cette orbitale 2s trop loin pour se mélanger avec celle-ci. Ça veut dire que cette orbitale 2s, ces deux orbitales vont réagir ensemble, et ces deux-là vont réagir ensemble. Si jamais vous avez considéré un mélange, bravo, c'est ce que nous allons faire après. Mais d'abord, essayez de le faire sans mélange, c'est plus simple. D'accord ? Ça veut dire que même si effectivement là, nous avons 4 orbitales atomiques noires qui peuvent se mélanger ensemble par propriété de symétrie, nous allons, en première approximation, considérer qu'ils sont trop différents en énergie et qu'on aura donc une interaction 2 et 2. Ce qui va nous donner ce genre de diagramme. Donc là, je vous montre juste l'éclatement en énergie. C'est-à-dire que les deux S vont fabriquer une interaction, liant-antiliant. Les deux P qui pointent selon l'axe Z, donc en axial, vont créer du liant-antiliant. L'éclatement sigma sera plus fort que l'éclatement pi. Donc on aura la pi liante qui sera plus haut que l'énergie que la sigma Z. Et la sigma étoile Z sera plus haute en énergie que la pi étoile. Je vous laisse préparer les diagrammes, écrire les recouvrements. D'accord ? Donc les recouvrements, vous faites toujours une combinaison liante-antiliante. Ici, comme il s'agit de 2 oxygènes, les tailles des orbitales sont les mêmes à gauche et à droite. Bientôt, nous allons après travailler sur des systèmes hétéronucléaires avec 2 noyaux différents et il faudra penser à polariser les liaisons, c'est à faire des tailles de lobes différents. Bien. 2s plus 2s, ça me fait cette interaction-là. Moins 2s, ça me fait l'antiliante. Donc là, on a la sigma S, la sigma étoile S. Ça ressemble en fait au diagramme de H2 ou hélium 2. Nous avons une interaction sigma avec les deux P qui pointent l'une vers l'autre. Donc de même signe au centre, c'est liant. De signe opposé au centre, c'est antiliant. Et pour les orbitales pi, donc nous avons ici 2 lobes qui se touchent de manière latérale, donc qui sont parallèles. Soit ils sont tous les deux liants, soit tous les deux antiliants. D'accord ? Et ça, c'est la même chose, mais vu du dessus. Les calculs nous donnent ce genre d'énergie. Donc nous avons ici une énergie en bas très stable à moins 37 électronvolts, moins 23, moins 15, moins 16. Alors déjà ici, on voit que par exemple dans le calcul, lui,
il a prévu que cet orbital sigma z soit au-dessus des pi. Un petit peu, très proche. On reviendra là-dessus. Souvent, dans les cours, vous retrouverez le diagramme dans cet ordre-là, et en fait, selon la méthode d'approximation, cette orbitale sigma z, des fois elle est au-dessus, des fois elle est en dessous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on ne considère pas le mélange S et P, celle-ci, comme c'est une interaction sigma, elle devrait être plus forte. Mais comme elle est très proche de celle-ci, ces deux-là vont se mélanger, et vous allez voir ce qui va se passer plus tard. Nous avons après, à moins 9 électrons, c'est-à-dire au-dessus des moins 12 des pi étoiles, et très haut en énergie, une sigma étoile Z. Parfois, d'ailleurs, le niveau à plus 2,6, c'est même pas en fait cette sigma étoile Z, c'est une orbitale 3s plus 3s, et celle-ci est encore plus haute en énergie. Donc là, une énergie positive, clairement, le système ne veut pas d'électrons là-dedans. Il préférerait même qu'ils partent tout seuls, plutôt que de se retrouver des électrons avec une énergie positive. Ça veut dire que ce sont des électrons qui ne sont absolument pas du tout stabilisants. On va rajouter nos 12 électrons. Donc ça nous va faire 2, 4, 6, 8, 10, et il nous en reste 2 dans les pi étoiles. Or, les niveaux sont dégénérés, donc on commence par mettre une flèche vers le haut dans cette pi étoile, une flèche vers le haut dans cette pi étoile. Et nous avons donc ici, dans la pi étoile, les électrons les plus hauts en énergie, et les trous, puisqu'il reste de la place pour les autres, les plus bas. Donc là, les niveaux HOMO et LUMO sont sur les mêmes niveaux. D'ailleurs, en fait, en anglais, on parle de Singly Occupied Molecular Orbital, c'est-à-dire en fait de SOMO. Pour indiquer qu'ici, il y a une orbitale qui n'est pas doublement occupée, d'accord ? Et donc, en fait, là, on a deux radicaux, c'est-à-dire qu'on a des électrons libres. Ça voudra dire que O2 est paramagnétique. En termes d'indice de liaison, sigma, donc ça c'est liant, ça c'est antiliant, ça c'est liant, ça c'est liant, ça c'est liant, ça c'est antiliant. Ça va me faire 8 électrons liants, 4 électrons antiliants, ça me fait bien un indice de liaison de 2. Par contre, je n'ai plus aucun doublé. Là, quand je regarde ce diagramme-là, je n'ai pas de doublé pour O2. Il n'y a pas d'électrons qui sont ni liants ni antiliants. Donc là, on voit bien que là, les diagrammes sont particulièrement différents entre les deux. Mais ici, on n'a pas fait d'a priori sur VSE pair. On a juste dit qu'il y a un atome d'oxygène à gauche, un atome d'oxygène à droite selon l'axe Z, point. En termes de propriétés, on va avoir dans O2 cationique, on arrache un électron pi étoile. Ça veut dire que là, je perds un électron antiliant. Donc, l'indice de liaison va augmenter. Donc, la distance va diminuer, puisqu'elle devient de plus en plus forte. Plus l'indice de liaison augmente, plus les atomes se rapprochent parce qu'il y a de plus en plus de liaisons. Donc, j'arrache un électron O2 cationique, la distance diminue. Je rajoute un électron, donc anionique, je mets ça dans une pi étoile, la distance augmente. Donc dans les deux cas, effectivement, ce que l'on remarque, c'est que dans VSE pair ou dans OA canonique, quand je considère l'ajout d'un électron, la distance augmente, parce que je peuple une pi étoile. Par contre, ici, mon orbital HOMO est une antiliante, donc ça amène une distance qui diminue, alors que dans VSE pair, c'est une non-liante. Donc là, on pourrait, par exemple, mesurer les distances d'équilibre expérimentalement, etc. C'est pas super facile, mais c'est jouable. Avant de faire ça, allons regarder quand même ce que dit le calcul. Allons regarder la forme des orbitales calculées. Pour le système pi, voici les orbitales rouge et bleu. Nous avons bien ici les recouvrements latéraux, donc on voit, même lobe de même couleur, ici, et sur les côtés, ils se recouvrent. Donc on a bien ce qu'on appelle un recouvrement latéral, c'est-à-dire le gris ensemble, le blanc ensemble. Et ici c'est la même chose, sauf qu'il y a les lobes devant et derrière.
Et les deux orbitales antiliantes, on voit que là, cette fois-ci, à chaque fois, on a un blanc qui touche un rouge, un blanc qui touche un rouge. Ce qui, d'ailleurs, comme il s'annule au milieu, on a l'impression que les électrons partent un peu plus sur les extérieurs. Les interactions antiliantes chassent la densité électronique du milieu et la poussent vers l'extérieur. Ce qui amène à, après, une séparation des noyaux. Pareil quand on la regarde par-dessus. Pour la partie sigma, voici les dessins. Donc là, ici, on remarque, là, ce sont des sphères, par exemple, et ici, ce n'est pas vraiment des sphères. Mais d'un autre côté, il y a une interaction antiliante au milieu, donc en fait, la fonction ici s'annule, et cela rabote les sphères. Donc ça ressemble pas mal. Ici, au milieu, la sigma z, on attend quelque part que le gris augmente, et que l'on ait ici donc une partie pourpre plus grosse. Et on remarque que là, finalement, c'est comme si le centre était plus petit et plus gros à l'extérieur. Donc, le calcul indique plutôt un mélange entre les orbitales S et P, c'est-à-dire plutôt des hybrides. Et si je regarde celle du bas, la sigma S, on voit apparaître sur les bords un changement de signe avec un tout petit lobe pourpre et un gros lobe vers le centre. Donc, plutôt que d'avoir des sphères qui seraient centrées, et on ne verrait pas le noyau là, on a quelque chose qui ressemble plus à des hybrides. Donc ces deux orbitales laissent indiquer qu'il y a en fait, pour le calcul, un intérêt, en termes énergétiques, à mélanger les orbitales S et P. Et que les 16 électronvolts ici, finalement, c'était encore pas assez en termes d'énergie pour considérer qu'il n'y avait plus du tout de mélange. Pour là, ici, pour l'antiliante tout en haut, là on a l'impression que ce sont des hybrides, mais là il faut voir aussi qu'au milieu, on a le pourpre et le blanc qui s'annulent, et donc de toute façon, dans l'antiliant, on imagine qu'au milieu, les lobes vont s'annuler et donc seront plus petits. Donc ici c'est difficile de dire s'il s'agit d'hybrides ou pas. Au final, on observe que dans le calcul, lui, il prend en compte cette hybridation SP. Alors, pour ne pas se mélanger les pédales, le mot hybridation, là, dans le cours, on va le réserver à la version hybridation selon VSEPR. Et quand on va parler d'hybridation en canonique, en fait, on va dire un diagramme en orbital canonique avec mélange SP. Mais en pratique, c'est la même chose. Hein. C'est que, par symétrie, l'orbital S et l'orbital P vont se mélanger ensemble, les 4 orbitales noires vont se mélanger, et cela va légèrement modifier, en fonction justement de la différence d'énergie entre S et P, on va avoir des orbitales plus ou moins hybridées. Alors, sur la base de ces orbitales-là, de calcul, on va retrouver les orbitales hybridées. D'accord ? Donc ici, nous savons que l'orbitale sigma S, on va lui mettre un caractère 2p. C'est-à-dire que là, ici, cette orbitale S, on lui rajoute de l'orbitale 2p, mais qui va rajouter en fait de la partie liante. Donc là, vous allez rajouter une 2p qui va augmenter le blanc au centre et enlever du blanc à l'extérieur, qui va devenir d'ailleurs pourpre. C'est ce que l'on obtient ici. Donc là, ici, on a quelque chose qui va devenir SP, encore plus liant. Donc là, ici, on va rajouter de la 2P pour que le caractère sigma soit encore plus fort. Ça veut dire que l'énergie, la liaison sera encore plus forte, le recouvrement augmente, donc on aura quelque chose qui diminue en énergie par rapport à une version non mélangée. Pour la deuxième, on va rajouter quelque chose qui va diminuer le caractère antiliant. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est antiliant, et on va faire des hybrides, ce sera toujours antiliant, mais les lobes seront plus vers l'extérieur. Donc là, on va rajouter en fait la 2P dans la sigma étoile, qui va diminuer le caractère antiliant. En pratique, là ici, ce dessin-là est exagéré. On a plutôt quelque chose qui est comme ça, qui s'hybride avec un peu de 2P, donc ça déforme un petit peu. Mais ça, l'ordinateur, lui, il peut justement faire de la graduation, c'est-à-dire plus ou moins hybridé.
Nous, on va simplifier en fait l'écriture et on va toujours utiliser les hybrides, quel que soit le taux de S et de P dedans. Hein, tout comme on dessine les SP et les SP2 et les SP3 de la même manière, alors que la quantité de P en fait change. Mais bon, pour être plus simple, on va donc dessiner ce genre de choses. Ce qui est important, c'est de voir que comme ici on part d'une orbitale antiliante, ça reste une orbitale antiliante mais moins qu'avant. Comme elle est moins antiliante, elle diminue en énergie. Alors que celle-ci, qui était liante, on va lui rajouter de la 2P, mais comme on va en fait enlever la partie de recouvrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux lobes qui se recouvrent et qui sont forts ici, on va en mettre moins, et effectivement, ça va être ici moins liant, parce que le côté plus liant, il est là, maintenant, et les lobes plus à l'extérieur. Ça ressemble ici à ce petit bonbon-là, qui est moins charnu au centre et plus vers les bords. Dès lors, si elle est moins liante, son énergie monte. Et ici, on voit apparaître donc deux orbitales qui avant étaient antiliantes et liantes, et qui le sont moins, et qui à terme pourraient même être considérées comme peu liantes, voire non liantes. La situation, ici j'ai mis N, mais en réalité on est sur quelque chose d'un peu d'intermédiaire. Mais nos doublés de l'oxygène, quelque part, ils sont là. Et si ce niveau-là monte en énergie, eh ben, il peut passer au-dessus des pi, puisqu'il devient de moins en moins liant, et en fait il va passer au-dessus des pi. C'est normalement, on vous dit, c'est le cas de N2, mais pas de O2. Moi dans mon calcul, comme il a mélangé le S et P, avec mes approximations, il estime que finalement ce niveau-là, N, il est un peu au-dessus des pi. Puis, donc là, le système pi, lui, n'est pas du tout changé, hein, puisque celle-ci ne se mélange pas du tout avec les S. Il nous reste la dernière, et au lieu d'avoir ici des petits lobes, on va avoir des plus gros lobes. D'accord ? Et ça voudrait dire que si ça, c'est les petits lobes, franchement, là, les gros lobes se sont beaucoup annulés, et on n'a presque plus rien. Mais potentiellement, ça veut dire que ce niveau-là monte en énergie. Alors, moyen mémotechnique. Tout comme l'hybridation que l'on avait vu quand on avait fait une interaction à 3 orbitales. L'orbitale qui est tout en bas devient encore plus liante. L'orbitale qui est tout en haut devient encore plus antiliante. Donc il faut bien imaginer que nous allons dessiner les gros lobes l'un vers l'autre, là-haut et là-haut. Et donc on a quelque chose qui est encore plus liant, encore plus antiliant. Et qu'au milieu, ce sera moins liant. Et comme là, on part de quelque chose qui est antiliant, la première des non liantes, c'est l'ancienne antiliante. Donc là, ici, c'est vrai que quand on regarde juste ça, on pourrait dire celle-ci, elle doit être plus stable que celle-ci. Mais la fonction de départ avant hybridation, c'est une antiliante. Donc celle-ci, c'est l'antiliant et elle est plus basse qu'avant en énergie. Celle-ci, c'était la liante et elle est plus haute qu'avant. Et nous avons le premier doublé et le deuxième doublé. Si vous voulez me les dessiner comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord ? Sauf que là, effectivement, celle-ci, par exemple, celle qui est tout en bas, c'est difficile de la représenter juste en dessinant comme ça. Le mélange SP, eh bien, il sera important pour tous les atomes de l'oxygène et moins, c'est-à-dire en gros tous ceux qui auront une différence d'énergie. Vous avez vu, 16 électronvolts avec notre méthode d'approximation, à 16 électronvolts, il y a un mélange SP. Donc si on a beaucoup plus de différence entre S et P, il n'y aura pas de mélange. Par contre, s'il y a moins, il y aura du mélange. Ça veut dire qu'en pratique, dans l'immense majorité des cas, sauf peut-être pour F2, on va considérer un mélange SP. Donc ce dessin d'orbital là, c'est celui qui sera commun sur à peu près tous les systèmes, et que pour la plupart des cas, vous aurez ce niveau N qui sera au-dessus. Ce sera le cas notamment pour N2. Donc vous pourrez commencer à préparer N2 là, après cet épisode-là. Ce sera l'objet du prochain épisode.
Bien. N'empêche qu'à la fin, on a donc cette fois-ci deux méthodes, hybridées et non hybridées, et qui aboutissent à des résultats assez différents. Notamment, dans la version canonique, que je prenne avec mélange ou pas mélange, hein, j'aurai 2 électrons sur la pi-étoile. Ça veut dire que là, j'ai des propriétés, notamment magnétiques, qui seront différentes. Si j'ai des électrons célibataires, je dois pouvoir le vérifier. Vous pourrez trouver des vidéos YouTube qui font cette expérience. J'ai eu la chance de la voir une fois par un collègue, Michel Verdaguet, qui était venu sur Angers faire la démonstration. Il vous faut de l'oxygène, pas en gaz, parce qu'en fait l'oxygène gaz n'est pas retenu par un aimant, mais quand on prend de l'oxygène liquide, qui a un déplacement, une énergie cinétique de translation moins importante, en fait on voit l'oxygène liquide se fabriquer en fait, même résister à la gravitation et rester entre les... donc là il s'agit d'un aimant avec un pôle nord et un pôle sud comme ça, et on aura des aimants à fer à cheval par exemple, etc., en forme de fer à cheval, et en fait on a le long d'un champ magnétique, on va avoir les molécules paramagnétiques qui vont rester bloquées. L'azote passe à travers, mais l'oxygène, lui, en fait, va faire... Ici, on voit un petit tuyau, on va dire, d'eau, enfin, pas d'eau, pardon, d'oxygène liquide, qui, en fait, s'aligne comme si c'était de la limaille de fer. Et ça démontre expérimentalement qu'il y a des électrons célibataires dans l'oxygène, et qu'au final, le diagramme canonique est plus représentatif des propriétés chimiques de l'oxygène. Alors, ça ne marche que si on a de l'oxygène liquide dont le point d'ébullition est quand même très bas. Donc, il faut descendre pas mal en énergie, en température. On peut vérifier les indices de liaison via des exercices, enfin, via des expériences sur les distances d'équilibre, mais on n'a pas énormément de données là-dessus, mais ça arrive. Et en fait, la seule chose, c'est que ce que l'on sait, c'est que O2 accepte des électrons, donc on a une énergie de liaison pour la version cationique, et donc on voit effectivement que l'on peuple une pi-étoile, mais c'est le cas des deux diagrammes. La LUMO a un caractère pi-étoile dans les deux cas. Mais, généralement c'est ce qui arrive comme remarque là, c'est, ok, si les canoniques sont bons, et si VS pair n'est pas bon, la méthode d'hybridation n'est pas fausse en soi, c'est que l'hybridation n'était peut-être pas la bonne, et ça veut dire que notre structure de Lewis pour l'oxygène n'est pas bon, alors qu'elle respecte les règles de Lewis. Et c'est là où, c'est pour ça que c'est pas une erreur de l'écriture de la formule développée, c'est les principes de la règle de l'octet et de vouloir chercher des électrons, des liaisons à 2 électrons à chaque fois, nous amènent pour O2 dans une impasse. Est-ce que l'on peut développer, faire une formule développée correcte de O2 ? Alors, si on regarde le diagramme, O2, on a des électrons pi et un électron pi-étoile à chaque fois. Ça veut dire que, en fait, on a bien une liaison sigma franche, parce qu'il n'y a pas d'électrons dans la sigma étoile. On a vu que potentiellement on peut écrire 2 doublés, donc on aurait un doublé à gauche, un doublé à droite. Mais que l'on a surtout des électrons, des interactions à 3 électrons. C'est-à-dire que là, ici, pour la partie bleue et rouge, donc là on aurait la bleue et la rouge, on a 2 électrons liants, un électron antiliant. Donc on a des interactions à 3 électrons. Et ça, en fait, Lewis ne l'a pas du tout prévu. Je vous remets le diagramme, vous allez comprendre. Ici, j'ai du sigma. J'ai pas de sigma étoile. Donc je peux tracer un trait plein, selon Lewis, une interaction à 2 électrons. J'ai des interactions peu liantes. Alors déjà, remarquez que c'est pas vraiment à gauche et à droite, c'est tous les deux sont à gauche et droite, et au bilan, ça me fait l'équivalent de 2 liaisons, de 2 doublés. Donc j'aurai un doublé à gauche, un doublé à droite. Ok. J'ai des pi, donc là ça fait deuxième et troisième trait, mais à chaque fois, pour le rouge, j'ai un électron antiliant, ce qui diminue mon indice de liaison. Donc là j'aurai 2 moins 1 divisé par
2, ça me ferait une demi-liaison pi, une demi-liaison pi. Donc plutôt que d'avoir une vraie liaison pi, c'est comme si j'avais deux demi-liaisons pi. Donc c'est comme si j'avais un oxygène à triple liaison, mais comme j'ai des électrons anti-liants, ça diminue ici mes interactions pi de chaque côté. Et ça, cette interaction à 3 électrons n'avait pas été prévue par Lewis. D'où, si on veut écrire une formule développée, ce serait celle-ci. Elle ne respecte pas la règle de Lewis, mais en fait, Lewis n'a pas prévu de mettre des électrons dans les pi étoiles. Donc dès que vous avez des exceptions en fait, aux règles de Lewis, c'est parce que vous avez des électrons probablement dans des pi étoiles. Et donc des interactions qui ne sont pas à 2 électrons, mais à 1 ou 3 électrons. Ce qui est important, c'est donc le caractère magnétique. Maintenant, on peut l'expliquer. Le caractère oxydant, eh bien, on regarde ici, nous avons des orbitales LUMO à moins 8,9 électrons, c'est-à-dire très bas en énergie. Donc ici, nous avons effectivement l'énergie de la LUMO qui est bas. Elle est basse, l'énergie. Et ça veut dire que O2 veut bien des électrons en plus. Et ça représente le caractère oxydant ou accepteur d'électrons. Vous voyez, à partir de là, maintenant, nous allons pouvoir commencer à faire vraiment de la chimie, comparer avec des données expérimentales, comparer avec de la réactivité. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. Tout ça pour ça. Parce que justement, quand on fait des règles de Lewis avec des liaisons à 2 électrons, en fait, on dit des fois des choses qui ne sont pas réelles, pas correctes. Et donc, ça nous fera une mauvaise réactivité. Donc ici, les diagrammes sont plus forts que les schémas de Lewis. Ce qui fait que plus on augmente en chimie organique, plus on monte en chimie organique, plutôt que de dessiner des formules développées, on va des fois utiliser des diagrammes plutôt. À partir de là, nous allons pouvoir travailler maintenant N2, F2, Li2. Je vous remets les énergies et je vous donne une petite piste. Pour N, la différence d'énergie entre la S et la P diminue. Donc ça veut dire que le mélange SP sera un peu plus fort. Pour F, la différence d'énergie entre S et P augmente. Donc il y aura moins de mélange SP. Et je vous mets ici les énergies calculées. Comme ça, vous pourrez placer vos diagrammes canoniques et déjà voir où se placent les pi et les sigma et les n. Je vous laisse travailler ça, ce sera l'objectif de la prochaine vidéo. Merci de votre attention. J'espère que vous y êtes bien arrivés. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner si vous voulez voir les prochains épisodes dès leur sortie. Merci beaucoup et à la prochaine.